BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs Benahouda Abdelhaim, notre globe-trotter, Stéphanie Colo, notre bibliothécaire. Et puis tout de suite, on démarre évidemment avec nos deux critiques du jour. À ma gauche, le célèbre professeur d'économie David Mouret. Bonjour David. Bonjour Emmanuel. Et puis à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School, le critique attitré de la Société d'économie politique. On commence avec votre choix, Jean-Marc Daniel, La tyrannie de la médiocrité. Le dernier livre de Sophie Coignard, c'est aux éditions de l'Observatoire. Oui, alors j'ai choisi ce livre parce que le sous-titre était particulièrement illustratif, plus encore que le titre, parce que le sous-titre c'est « Pourquoi il faut sauver le mérite ». En fait, le thème du livre, c'est plus les attaques contre le mérite que la tyrannie de la médiocrité qui est une conséquence indirecte de ces attaques. Ouais. Donc Sophie Coignard, on la connaît, hein, c'est une journaliste brillante qui a écrit déjà plusieurs livres. Et là, elle part d'un constat qui l'a ému, c'est le fait que sous le gouvernement, sous la présidence de François Hollande, on a supprimé les bourses pour les gens qui avaient une mention très bien et qui avaient des conditions de ressources supposant et nécessité, enfin correspondant à la possibilité d'acquérir une bourse, sous prétexte que le fait d'avoir la mention très bien n'était pas un critère qui devait conduire à attribuer une bourse. Et elle dit c'est une manifestation relativement annexe, hein, c'était 1800 €, c'est passé relativement inaperçu, mais ça traduit un état d'esprit qui est celui de nier le rôle du mérite. Alors elle commence par faire... Alors, le livre est constitué par des coups de projecteur sur un certain nombre de décisions, puis ensuite le commentaire de ces décisions. Elle commence par nous rappeler d'où vient le mot méritocratie. Elle dit que, en fait, méritocratie, ça a été un mot qui a été inventé par un Anglais qui était un député travailliste et qui ensuite reprochait à Tony Blair de s'être laissé entourer, de se laisser guider par des méritocrates, par des gens qui étaient des diplômés et tout ça. Et ça a été... repris et pour être critiqué par Michael Sandel qui a fait un livre contre justement la méritocratie. Donc la thèse de ces gens-là, c'est de dire que finalement, on n'a aucun mérite à réussir sur le plan scolaire parce qu'on a des dons plus ou moins et on se retrouve avec des avantages qui sont immérités et qui en plus humilient en général les autres, et ce d'autant plus que les gens qui ont des diplômes ont tendance à être extrêmement prétentieux et arrogants. Et qu'en plus, ceux qui ne réussissent pas se disent finalement c'est un peu de ma faute aussi. Exactement. Si je ne réussis pas, donc je ne me plains pas contre personne. Voilà. Avant, quand on échouait, on disait. Alors elle dit bien, il y avait une époque où il y avait une aristocratie qui était de naissance, et donc quand on échouait, c'est qu'on était mal né. C'est Figaro dans le mariage de Figaro, le héros de Beaumarchais. Il dit vous êtes contenté de naître, moi j'ai pas eu cette chance. Donc on était victime. Elle dit après il y a eu une aristocratie marchande, donc là on héritait de capitaux, on était dans des réseaux, il y avait une forme de connivence. Elle dit là il y a maintenant une aristocratie cognitive. Et cette aristocratie cognitive, elle est systématiquement attaquée, justement parce que si on n'en fait pas partie, c'est qu'on est un con, pour parler vulgairement. Si on n'en fait pas partie, on se trouve méprisé par ceux qui en font partie. Et si on n'en fait pas partie, on se trouve isolé, éloigné d'un certain nombre de postes de responsabilité. Or, elle dit, s'attaquer à cette aristocratie cognitive, c'est extrêmement dangereux, parce que c'est elle qui dirige, qui apporte le progrès, qui apporte la création de richesses. Et elle cite Mankiw, l'économiste américain, qui dit finalement il faut rémunérer les gens sur la base de leur utilité sociale, et une façon de mesurer leur utilité sociale, c'est de leur mesurer leur diplôme. Donc c'est un livre qui est un livre à la fois bien construit, indigné, mais sur un ton et un style qui est extrêmement agréable, donc c'est un livre plus que recommandable. Le professeur David Mouret, j'imagine qu'il a dû aimer ce livre, non ? Oui, tout à fait, j'ai aimé ce livre. L'auteur Sophie Coignard, en fait... réactualise le débat sur l'égalité des chances. Et elle montre, et pas seulement dans l'éducation nationale, mais dans la société en général, quand on porte trop d'attention, trop d'importance à l'égalité des chances, on en arrive à nier l'existence même du mérite. Ça veut dire que dans l'école, il se passe quoi ? Pour que tout le monde réussisse, pour éviter que le poids de l'origine sociale pèse dans la réussite scolaire, on réduit de plus en plus les exigences en termes de savoir, de savoir-faire, de savoir-être. Et c'est comme ça qu'on nie le mérite.
On s'aligne sur le niveau des plus mauvais. Voilà, et donc c'est pas efficace ni pour l'éducation dans le cadre de l'éducation nationale, l'école, ni dans le cadre du travail, nier le mérite, c'est destructeur. Comment motiver les gens à réussir, à se sortir de situations difficiles si on nie le mérite? Alors ce qui est intéressant, c'est que son approche est quand même nuancée. Elle ne dit pas c'est tout pour le mérite en niant l'égalité des chances de réussite scolaire, professionnelle et sociale en fonction de l'origine sociale. Mais elle dit on doit prendre en compte l'origine sociale, mais en même temps motiver les gens pour les inciter à travailler. C'est par le travail, par l'effort qu'on réussit. Et c'est vrai que les valeurs travail, les valeurs effort, les valeurs réussites grâce au mérite sont complètement liées dans l'éducation nationale et même dans la fonction publique en général. Il y a juste un point qu'elle n'aborde pas, c'est celui des profs. Elle nous parle de Najat Vallaud-Belkacem et de tous les dégâts qu'elle a fait de ce point de vue pour les élèves, mais elle l'a fait aussi du point de vue des profs, puisque le seul système de mérite qui existait un petit peu, elle l'a effacé. Donc le mérite est nié à l'école, or les gens qui sortent de l'école, ils vont où? Dans la société et l'économie. Donc c'est un vrai problème de société. Et elle pose le débat de manière assez équilibrée. David Mouret, votre choix, c'est le dernier livre de Jérémy Rifkin. Alors, c'est toujours un événement quand on sort un livre de Jérémy Rifkin. Ça s'appelle « L'âge de la résilience ». C'est publié aux éditions Les Liens qui libèrent. Oui, alors effectivement, Jérémy Rifkin, tout le monde le connaît. En fait, il travaille depuis très longtemps sur ces questions environnementales et climatiques. Il travaille dans la prospective depuis très longtemps, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer dans le long terme. Et en fait, ce qu'il nous dit dans ce livre, c'est en fait assez cataclysmique. Il nous explique que le fonctionnement de nos économies a fait qu'on a trop considéré l'environnement naturel au sens large comme une ressource naturelle qui nous permet de produire. Et donc, c'est ce qui explique du fait, par exemple, de la nature des biens communs, non-rivalité, non-exclusion par le prix, qui conduit à leur raréfaction, à leur disparition. Et il nous dit, en fait, on ne peut plus continuer comme ça. Il n'y a pas que lui qui le dit. Et que la capacité que l'être humain a par rapport aux autres espèces vivantes, c'est l'empathie. Et que par l'empathie, on pourrait s'adapter à cette nouvelle configuration, parce que sinon, de toute façon, on va dans le mur. Si on continue à faire fonctionner notre économie de telle façon que les ressources naturelles sont que des moyens de production, ça ne peut plus fonctionner. Le problème, c'est qu'il ne nous propose même pas la soutenabilité forte de la croissance ou la décroissance soutenable. Non, c'est plus de croissance du tout, puisque c'est plus du tout une même économie. Il nous demande de changer de paradigme, de changer notre façon de voir des choses. Mais c'est quoi alors? De réencastrer l'humain et de tout réencastrer. Vous savez, Karl Polanyi disait qu'il faut réencastrer l'économie dans la société. Lui, en fait, quelque part, c'est réencastrer l'humain et l'économie et la société dans l'environnement plus global. Et donc, dans ce cas-là, quelque part, il n'y a plus d'économie. Il n'y a plus d'enseignement d'économie, il n'y a plus de librairie de réco et il n'y a plus d'Emmanuel Le Chypre à la retraite. Mais c'est quoi comme mode de vie? C'est quelque chose c'est retour à ce qu'on a connu dans le passé ou c'est quelque chose de différent? Mais c'est justement ça la vraie question. C'est le constat, on le comprend très bien. Ouais. Mais quel modèle d'économie et de substitution on met en place? C'est très spirituel en fait de ce point de vue-là, et là moi j'ai pas de réponse. Jean-Marc Daniel. Oui, c'est un livre que j'ai trouvé un livre assez important, mais qui est un livre qui a été trahi. Vous savez, la traduction c'est une trahison, et là on atteint quand même des sommets. C'est à la limite du scandale. Je pense que si vous voulez véritablement lire ce livre, si vous parlez l'anglais, il faut le lire en anglais. Je serais à la place de Jérémy Rifkin, moi je ferais non pas un procès, mais une note agacée à l'éditeur. On a trahi sa pensée. En particulier, il y a le mot efficience, parce qu'il emploie le mot efficiency, qu'on traduit par efficience, qui en réalité n'existe pas en français, c'est efficacité ou compétitivité, qui est réemployé toutes les deux phrases, qui inonde, sature le livre et le rend relativement incompréhensible. Alors, pour rebondir sur ce que vient de dire David, effectivement, ce qui montre bien, et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on est arrivé dans une situation où il faut avoir une rupture, mais pas uniquement économique, carrément philosophique. On a commencé avec Descartes. Il y a un très beau passage sur la nuit du poil de Descartes, la nuit du 10 novembre, où il rencontre la vérité et qu'il a expliqué dans le discours de la méthode. Et donc, il raconte ça et il dit, après, il y a eu Condorcet. Tous ces gens-là ont cru au progrès, assis sur les capacités intellectuelles de l'homme. Et il dit, ce progrès-là, il s'est construit effectivement sur la destruction de la nature. Maintenant, il faut passer à autre chose qui serait
serait une sorte de capacité d'adaptation et non pas de compréhension à la réalité de la nature dans une vie qui serait une vie plus frugale. Alors tout ça est accompagné de beaucoup de digressions, quelquefois encore une fois écrites dans un français approximatif, ce qui rend la chose assez difficile à lire. La fin de la fin, c'est qu'il propose de passer à ce qu'il appelle la pérocratie. C'est-à-dire, ce que le traducteur appelle la pérocratie, c'est-à-dire on substitue à la démocratie représentative l'agora athénienne permanente. Il dit finalement, il prend comme exemple ce qu'avait fait Emmanuel Macron avec la Convention citoyenne sur l'écologie. C'est ça qu'il faut faire, tirer les gens au sort et puis sur tout un tas de décisions à prendre, s'adresser à un échantillon de gens tirés au sort et leur demander leur avis. Alors là où je rejoins David, c'est que outre le fait que c'est effectivement assez difficile à relire, quelquefois assez confus, ça part un peu dans tous les sens, je pense que effectivement la critique est assez percutante, les propositions sont assez courtes. C'est ça. Bon, très bien. Donc vous êtes resté un peu sur votre faim. Oui, mais c'est dommage. Ce dernier opus de Jérémy. Oui, qu'est-ce qu'on met en place à la place de l'économie, effectivement, qu'on peut critiquer très clairement, on le sait, avec les travaux du GIEC et tout. Quel système économique on met en place? Donc c'est très moraliste, c'est bien, mais ok, on fait comment? C'est doublement dommage, encore une fois, ça manque à la fois de relecture de l'éditeur et de réflexion de l'auteur. Merci, messieurs. Allez, on retrouve Stéphanie Colo, notre bibliothécaire, qui nous parle aujourd'hui d'inflation et de monnaie. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain. Bonjour Stéphanie. Bonjour Emmanuel. Allez Stéphanie, on se replonge dans une période qu'on croyait peut-être ne plus connaître à nouveau, avec quand même une des stars de l'économie de tous les temps d'ailleurs, Milton Friedman, qui nous parle d'inflation. Effectivement, retour dans les années 70, comme à l'époque, après une période de forte inflation, une guerre, celle de Kippour, a intensifié la hausse du pétrole et entraîné une stagflation pendant des années, et la crise s'est aggravée lorsque les pays de l'OPEP ont lancé un embargo contre les États-Unis en représailles à leur soutien à Israël, ce qui a eu un effet durable sur les prix de l'énergie. Et aujourd'hui, le conflit en Ukraine, la guerre en Ukraine sert de détonateur à une poursuite de l'envolée des prix des matières premières. L'occasion de parler du livre de Milton Friedman, Inflation et système monétaire, un recueil de textes qu'il a écrit entre 1956 et 1968. Bon, alors, quelques mots quand même pour nous rappeler qui est Milton Friedman. Quand même, alors c'est un des économistes les plus influents du XXe siècle, ardent défenseur du libéralisme. C'est le fondateur de l'école de Chicago, qui deviendra très vite le berceau du courant monétariste, et sa pensée s'oppose de front à celle de Keynes, et il a reçu le prix Nobel d'économie en 1976, prix de la Banque de Suède. Quelle est sa vision de l'inflation? Qu'est-ce qu'il tente de montrer dans ses chroniques? Lui, en fait, veut réhabiliter la thèse de la théorie quantitative de la monnaie d'Irving Fisher, qui montre que les causes de l'inflation sont toujours monétaires. Il s'oppose ainsi à Keynes, pour qui l'inflation n'est pas un phénomène purement monétaire et pour qui la monnaie influe sur des variables comme la production ou l'emploi. Et pour prouver que Keynes a tort, il étudie les évolutions de la masse monétaire et des prix sur la période 1964-1973 aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni et au Japon. Et alors, qu'est-ce qu'il conclut de ces observations? Alors pour Friedman, la hausse du prix du baril ou l'escalade des salaires n'y sont pour absolument rien. C'est la Banque centrale qui crée trop de monnaie et qui déclenche ainsi le processus inflationniste. L'inflation des États-Unis se crée à Washington et nulle part ailleurs, écrit-il. Alors pourquoi cette erreur de la part de Washington? Parce qu'on y applique, selon lui, les recettes de Keynes. Pour atteindre le plein emploi, il est convenu de relancer la machine économique en recourant à la planche à billets, une politique monétaire qu'il juge laxiste et dangereuse. Pour Friedman, il faut au contraire un contrôle très strict de la création monétaire, réduire la masse monétaire et augmenter les taux d'intérêt, une politique qui sera menée par Paul Volcker à la tête de la Fed à partir de 1979 et qui parviendra à diminuer l'inflation des États-Unis de 13,5% en 1981 à 3,2% en 1983. Politique qui sera aussi
largement appliqué par Nixon, Reagan et Thatcher au Royaume-Uni. Oui, sauf que c'est soit l'inflation, soit la récession. C'est-à-dire que si l'État accepte de prendre en charge en créant de la monnaie, oui, il sauve de la récession, mais il fait de l'inflation. Sinon, effectivement, c'est la récession. Ce qui s'est passé, d'ailleurs, effectivement, en 1982. Et oui, c'est un choix pas facile, mais enfin, il n'y a pas de remède miracle encore. Aucun économiste, voilà, on attend peut-être un jour qui nous permettra d'absorber les chocs en douceur. Merci beaucoup, Stéphanie. C'est l'heure de retrouver notre globetrotter, Benaouda Abdelhaim. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Cher Benaouda, bonjour. Bonjour. Benaouda, on commence notre tour du monde hebdomadaire par l'Espagne avec une estimation de l'effet du plafonnement du prix du gaz. Alors, comme chacun le sait maintenant, le mécanisme espagnol et portugais de limitation du prix du gaz utilisé pour produire de l'électricité avec une compensation répartie est devenu dernièrement vraiment le modèle à scruter à travers toute l'Europe. Une équipe d'économistes en Espagne pour l'école de commerce ESADE à Barcelone a sorti les premiers résultats. Et qu'est-ce qu'ils nous disent ? Les ménages espagnols ont pu ainsi économiser sur leur facture d'électricité de cet été, donc jusqu'à fin août, 24,4% par rapport à une configuration sans plafonnement. D'accord. Ce qui est quand même très important. Cela représente 69 € d'économie pour une famille moyenne. Alors on a bien entendu les fourchettes, mais comme toujours lors d'une décision de fixation des prix par la puissance publique, ça a des effets induits. Et en l'occurrence, Manuel Hidalgo Pérez et ses collègues en ont caractérisé un effet induit majeur. Il y a eu une incitation indirecte à consommer plus de gaz. En tant que ressource première, elle a été rendue plus attractive, donc son utilisation en est devenue plus fréquente, surtout à cette période où la sécheresse a freiné l'hydroélectricité en Espagne, mais aussi par rapport à la cogénération avec d'autres ressources renouvelables, comme l'éolien. En conséquence de quoi, cette mesure ibérique, à l'échelle de l'Espagne et du Portugal, a de fait affecter le processus de transition énergétique. Les objectifs de décarbonation fixés en lien avec l'Union européenne sont passés au second plan. L'Espagne et le Portugal, d'une certaine façon, sont également allés à l'encontre du discours européen de réduction de la dépendance aux énergies fossiles, puisque l'impact a été rapidement et fortement amorti sur les comportements d'usage. On ne voit plus la facture, donc, entre guillemets, relativement, donc on consomme davantage. Et d'autres Européens en ont bénéficié sans même avoir à cofinancer cette mesure. Au premier chef, les Français, où les exportations de cette électricité décorrélée du marché réel ont beaucoup augmenté vers la France. C'est une distorsion aux yeux des auteurs espagnols qui ne doit pas se propager au reste de l'Europe. Fascinant de voir la puissance du signal prix quand même sur les comportements. Allez, direction loin, les pays insulaires du Pacifique. Un article sur la façon de financer la mobilisation des recettes fiscales. Oui, alors les îles du Pacifique disposent d'un potentiel fiscal inexploité. C'est ce qu'entend démontrer ici ce document de travail publié par le Fonds monétaire international. Mohamed Oussi, économiste du département Asie-Pacifique du FMI, l'a dirigé. Alors lui et ses collègues évaluent la différence entre les recettes fiscales actuelles et potentielles pour ces États insulaires. Ça avoisine 3% de leur produit intérieur brut. C'est extraordinaire. Comment parvenir à combler donc cet écart ? Et pourquoi ? Alors en procédant comme les Palaos, par exemple, avec une nouvelle taxe sur les biens et les services en septembre 2021, mais ça doit d'abord s'accompagner d'une refonte totale du système de collecte. Les Fidji, par exemple, ont ainsi investi dans une remise à niveau technologique des bureaux des impôts. C'est fondamental, plus que jouer sur les taux de prélèvement ou inventer une nouvelle contribution. Le sous-équipement et le sous-financement des administrations des impôts empêchent de percevoir ce qui est déjà dû. Ainsi, l'écart dans ce groupe de pays pacifiques entre la perception de la TVA et ce qui pourrait l'être en fonction tout simplement de l'activité économique effective est en moyenne d'environ 50%. Récupérer ces 3% de PIB dans les caisses de l'État, ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est présenté comme tout à fait indispensable dans une région qui doit faire face à une menace existentielle, je cite, du fait de la montée des mers et des cyclones tropicaux. Il s'avère que ces nations insulaires vont devoir débourser durant les 10 ans qui viennent en moyenne 3,1% de leur
PIB en part supplémentaire afin de bâtir de nouvelles infrastructures résilientes, je cite, au changement climatique. Or, les ressources sont plutôt orientées actuellement, et maintenant en fait depuis bientôt 3 ans, vers les aides aux ménages pour atténuer la crise pandémique, puis maintenant vers un amortissement de la poussée des prix du carburant et de la nourriture, du fait indirect d'une très lointaine guerre là-bas en Europe. Direction le sud-ouest de la Chine, maintenant, Benahouda, où les truffes sentent l'argent à plein nez. Oui, un titre accrocheur. C'est une étude de cas par un anthropologue chinois. Ouais. Cela vient d'être traduit en anglais par une publication en ligne de Shanghai. Li Ruijun raconte et analyse ce marché en essor exponentiel, la truffe du sud-ouest de son pays. Les parfums sont différents selon le terroir, nous dit-il. Celui le plus convoité se trouve au Gongshan, c'est non loin de la frontière avec la Birmanie. La confiance dans le circuit de commercialisation, explique-t-il, est alors fondamentale. Un partenaire est appelé là-bas frère. Et l'objectif d'appeler un frère, c'est de contourner les intermédiaires commerciaux qui ponctionnent au fur et à mesure les marges. Et c'est la réfrigération, les congélateurs, les frigos, etc., qui a permis d'élargir l'accès aux truffes mûres et non séchées. Et c'est un marché de luxe, voire d'ultra-luxe, qui s'est mis en place avec des grades, des catégories, des sous-catégories. Et un dicton dans ce commerce régional, c'est qu'un grade vous coûte 100 yuan de moins. 100 yuan, c'est environ 14 €. Et alors tout le jeu est de pouvoir déplacer au maximum la marchandise vers les lieux où la rentabilité est bien entendu la plus élevée, c'est-à-dire d'un village de l'arrière-pays rural du Yunnan, dans le sud-ouest, vers les étals raffinés d'une grande métropole comme Shenzhen. Et pourtant, l'attrait pour la truffe continue d'échapper à bien des habitants du Yunnan. L'auteur rapporte par exemple comment il a vu des vendeuses sur le bord de la route extraire directement du sol des truffes et les écouler quelques centaines de yuan le panier. Sans rhétorique fantaisiste, je cite, ni système de classification. Et par un immense contraste, on voit les médias chinois, en tout cas certains d'entre eux, s'emparer, par exemple, avec délectation de l'addition d'une célébrité qui vit entre Pékin et Taipei, qui, le jour de son divorce, s'est offert un plat de truffes blanches dans un restaurant pour une addition de plus de 300 €. L'anthropologue chinois écrit alors « Le temps est révolu où cette denrée n'était ici qu'un humble champignon parmi d'autres ». Vous nous faites saliver, Benahouda Abdelhaim. Merci beaucoup. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute. David Mouret, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui ? Alors, c'est le livre « La guerre des générations aura-t-elle lieu » de Frédéric Montlouis Félicité, qui était un ancien délégué général de l'Institut de l'entreprise. Absolument. Et donc, en fait, en très résumé, il victimise beaucoup, je trouve, les jeunes. S'ils ne vont pas voter, c'est toujours la faute des autres. Il culpabilise beaucoup les vieux, qui tirent tous les avantages et qui sont surreprésentés dans ce qu'on vote. Et alors, il propose le vote générationnel. Ça, c'est à page 160, c'est ça l'intérêt du livre. Mais là, je suis quand même très perplexe. Ça veut dire, les 18-35, leur vote vaut 2 voix. Les 36-65, leur vote vaut 1 voix et demie. Et les vieux, les 13 millions de vieux autant que les jeunes, leur vote vaut 1 voix. Et là, on dit, pourquoi ? Sur quels critères on définit ? Voilà. L'option plus intéressante, c'est ce qu'on appelle le vote quadratique. C'est-à-dire qu'en gros, on dispose d'un certain nombre de votes qu'on répartit soi-même en fonction de l'intérêt qu'on porte à l'élection. C'est-à-dire que vous avez 1000 droits de vote, par exemple, eh bien, vous en mettez 500 sur la présidentielle si c'est votre choix, ou alors vous en mettez 50 sur la présidentielle, vous en mettez 500 sur l'élection municipale, etc. Où est le critère non arbitraire ? D'accord. C'est ça que je ne comprends pas. Ok. Alors moi j'ai choisi, en tout cas, voilà, moi j'ai choisi un livre sur l'inflation pour rejoindre effectivement Stéphanie. Normal. Alors donc ça s'appelle Inflation, comment se protéger. C'est chez Economica. Les 2 auteurs sont Herman Simon et Kai Mandila. Et donc c'est un livre sur le vécu de l'inflation par des chefs d'entreprise, par des gens qui sont dans le système. C'est tant qu'on s'éloigne de la politique monétaire, les déclarations de la Banque centrale et tout ça. C'est véritablement qu'est-ce que ça veut dire pour une entreprise. Les 2 auteurs sont des consultants, des responsables de... En même temps, depuis 40 ans, des chefs d'entreprise qui ont été confrontés à l'inflation, il n'y en a pas eu beaucoup. Oui, justement. Et donc, ça donne un goût nouveau à des gens. Vous n'avez jamais connu ça. Il y a des gens qui peuvent essayer de vous apporter de l'expérience. Il y en a beaucoup qui viennent parler
parlé sur BFM de ça. Mais parce que ça change tout dans la Exactement. gestion d'une entreprise. De passer d'un monde déflationniste, sous la pression permanente des baisses de salaire, des baisses de coûts et des baisses de prix, et rentrer dans un univers inflationniste, c'est radicalement Et puis différent. l'éditeur, Ça tient sa promesse. Oui, absolument. Et l'éditeur, c'est D'accord. Economica, une vieille sérieux, maison, ouais. une maison Bien solide, sûr. une vieille Solide. maison de livres Bien d'économie. sûr. Et on salue son retour parce qu'il y avait beaucoup de livres de stratégie qui avaient été édités par Oui, absolument. Economica. Et là, il y a un peu un retour aux sources. Il y avait des livres fantastiques sur la stratégie militaire. Et Absolument. notre ami Jean Pawlewski, qu'on adore à la librairie de l'Écho, est revenu effectivement sur ses terres À ses premières amours. initiales, à ses premières amours. Allez, moi je termine avec le livre de Serge Bosc, Sociologie des classes moyennes. Donc Serge Bosc, il est sociologue, c'est dans la collection Repères, la découverte. J'ai trouvé que c'était quand même très intéressant finalement de clarifier un petit peu cette notion de classe moyenne, parce que c'est une expression qui ne peut pas être associée à des groupes sociaux précis. La classe moyenne, c'est pas la bourgeoisie, c'est pas non plus les ouvriers ni les employés. Voilà, c'est un périmètre mouvant au cours de l'histoire. C'est une classe moyenne qui agrège toute une constellation de profils sociaux très divers, très inégalement répartis sur la scène sociale et médiatique. Et donc, c'est une photo assez claire, précise et bienvenue au moment où cette classe moyenne est justement soumise à beaucoup de C'est un grand tensions. spécialiste de la stratification sociale. Il est dans nos références quand on étudie la structure sociale et la mobilité sociale. Exactement. Merci David Mouret, merci Jean-Marc Daniel. C'est la fin de cette librairie de l'Écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bonne lecture.